le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joanna Awakning. Joanna met ses capacités psychiques et spirituelles à votre service dans le cadre de séances de soins énergétiques. Elle est passionnée de plusieurs sujets dans le monde de la connaissance de soi et nous partage aujourd'hui sa vision. Je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde. J'espère que Julien parce que on était ensemble il y a 10 secondes. Et bon, tout le monde, tous ceux qui sont là. Je vois qu'il y a Sylvie. C'est Sylvie qui nous a mis en contact. Donc voilà. Ah, okay. Sylvie qui nous a mis en contact. Ah, merci Sylvie. Voilà, merci Sylvie. Et puis en fait, on n'a pas prévu de sujet en particulier. Ce soir, on s'est dit qu'on allait parler de ce qui venait. Exactement, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, nous, on se connaît pas réellement. En fait, on a échangé des emails, on s'est filé des coups de main respectifs dans nos activités, en parlant respectivement de ce qu'on faisait pour toucher aussi nos communautés. Mais c'est vrai qu'on se connaît pas trop. On a parlé un petit peu là en amont et puis pour faire les tests techniques dans l'après-midi. En tout cas, moi, j'ai apprécié déjà notre échange, donc je suis très content de discuter avec toi. Et c'est vrai que Sylvie m'a vanté tes mérites, elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on rentre en contact. D'autant plus, on l'a évoqué ensemble en aparté, on a un projet commun, c'est aussi de créer une école dite nouvelle ou alternative. Donc forcément, on a des points communs. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Tu sais, plus ça va, moins j'aime mettre des mots. Tu sais, en fait, j'aime tellement faire des trucs au jour le jour. Mais mon métier de jour que je présente à tout le monde, tu sais, la nuit je change, je mets un masque et je deviens justicière, mais la journée je suis thérapeute et je soigne les gens et je fais des vidéos YouTube pour le développement personnel. Voilà, globalement c'est ça. Voilà. Okay. On peut considérer que tu es youtubeuse ou rien à voir? On peut dire ça, j'ai quand même 350 vidéos sur YouTube, donc oui, on peut considérer après 6 ans, j'ai lancé la chaîne en 2014, donc après 6 ans sur YouTube, on peut dire que je suis youtubeuse et thérapeute holistique. Ouais. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu es thérapeute holistique, donc tu reçois des personnes dans ton cabinet ou c'est à travers les vidéos que tu apportes des sujets? Comment ça se passe? J'ai un cabinet là dans le Gers, mais je suis assez associable, donc je reçois pas trop les gens. En fait, je les soigne via photo, tu sais, comme les magnétiseurs font depuis 70 ans, oui, même plus que ça, où ils soignent par photo. En fait, moi, je fais la même chose. Et je leur dis ce qui bloque, pourquoi, que faire pour soigner tout ça, etc. Voilà. D'accord. Ah, excellent. C'est quelque chose que tu développes depuis que tu es toute petite ou ça fait partie entièrement de ta vie ou tu as découvert ça sur ton trajet? Comme je te l'ai dit juste tout à l'heure, avant j'étais en Asie et j'étais architecte, donc tu vois, j'étais pas trop... je soignais ma mère depuis que j'étais gamine, mais tu vois, c'était pas mon métier. Puis en fait, un jour, j'ai commencé à soigner des amis, et puis à force, en fait, c'est devenu mon métier. J'ai lâché l'architecture parce qu'en fait, je travaillais en Asie et que ça me rendait dingue. Donc, j'ai lâché l'architecture au profit du fait d'être thérapeute parce que ça me convient. Voilà. Comment tu t'es rendu compte que tu étais douée en fait à ce niveau-là? Parce que je soignais les gens et que ça marchait. Tout simplement. J'avais juste des retours positifs et donc j'ai fini par me dire voilà, c'est peut-être que c'est mon chemin, quoi. Ah ouais, tu veux dire un peu comme les rebouteux qu'on imagine, tu sais, dans... Ouais, c'est ça? Ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. Okay. Allez, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, je suis convaincu qu'on a tous là des prédispositions, en fait, pour ça, quoi. On a tous des capacités, mais tu sais, c'est comme le dessin. Il y a des gens qui disent
ouais, tout le monde peut apprendre le dessin, on peut tous être doués en dessin. Je suis pas vraiment d'accord. Tu vois, je veux dire, il y a des gens, tu sais que s'ils bossent 40 ans dedans à raison de 10 heures par jour, oui, un jour, ils pourront arriver à faire un bonhomme proportionné. Mais il y en a d'autres qui ont des prédispositions, tu vois. Ben, c'est pareil, en fait, dans le domaine du soin et comme dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on a tous des prédispositions dans un domaine, des vocations, en fait, et que quand on se lance dans son chemin de vie, ce que certaines personnes appellent un chemin de vie, bah, ça marche plutôt bien, en fait. Donc oui, je pense que tout le monde peut soigner parce qu'on a tous de l'énergie, mais je pense que tout le monde peut pas aller savoir chez la personne ce qu'il faut, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut travailler, de quelle manière, etc. Mais tout le monde peut utiliser son magnétisme. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que ça s'apprend. Je fais des stages, tu vois, pour former des gens, mais il faut avoir clairaudience et clairvoyance. Tu sais, c'est quand tu entends des choses et que tu vois des choses et que les gens te prennent pour fou. Voilà, c'est ça. Il faut avoir ça parce que si tu l'as pas, en fait, il y a plein d'infos que tu peux pas avoir et du coup, ça rend les choses quand même vachement plus compliquées. Donc, oui, d'accord. Voilà. Okay. Ouais. Ah oui, alors, tu vois, moi je pensais justement que, en fait, mon postulat de départ, c'est de me dire qu'on est traversé par de l'énergie, tu sais, donc comme un champ magnétique. Et comme on est traversé par ce champ magnétique, je me dis qu'il y a des personnes qui ont cette prédisposition, en fait, comme tu dis, à l'utiliser, mais ça peut être à travers leurs mains, ça peut être aussi à travers leurs pieds, à travers plein d'accessoires, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on est traversé par ce courant. Et moi, en fait, je pensais que il y avait peut-être des techniques pour canaliser, en fait, tu vois, ce courant et l'utiliser comme on a envie de l'utiliser, quoi. Mais tu peux le faire, genre avec ta femme, tes gosses, tu as envie de les soigner, il suffit que tu poses tes mains sur eux en émettant l'intention de les soigner. Tu vas leur faire du bien parce que tu vas leur transmettre ton énergie. Donc obligatoirement, vu que tu leur transmets ton amour, ça va obligatoirement leur faire du bien. Mais après, pour cibler ton énergie, savoir ce que tu fais, quand, comment, c'est comme tout le monde en soi peut conduire une voiture. Mais t'es pas sûr d'arriver au bon endroit et tu sais pas trop comment, tu vois. C'est un peu la même chose, tu vois, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et donc, on peut considérer que forcément, il y a des bons magnétiseurs et des mauvais magnétiseurs. Carrément. Mais alors là, comment tu fais le tri, en fait, là-dedans, toi ? Les avis, le bouche à oreille, pour moi, c'est le seul truc qui... C'est ça qui fait que maintenant, tu vois, en fait, je fais... Tous les 15 du mois, je dis... tous les 10 du mois, je dis le 15, c'est la prise de rendez-vous et c'est tout. Je fais plus de pub parce que je sais que c'est des personnes qui viennent de personnes et du coup je pense que c'est la meilleure pub qu'on puisse avoir, c'est le bouche à oreille de toute manière dans n'importe qui. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais d'un autre côté, je suis en train de penser à l'époque, tu sais, justement, des rebouteux qui étaient dans les villages, parce que visiblement, il y avait toujours au moins un rebouteux dans un village. Hein. Ouais. Et donc, c'était le même principe. Hein, on y allait parce que c'était un peu bouche à oreille. Tu vas aller voir Michel, tu vas voir, ça fonctionne bien. Quoi. Ouais. Et je sais pas ce que tu vois, toi, de ton côté, mais tu sais, moi, j'ai créé mon entreprise en 2003. Donc, tu sais, c'est une agence de communication qui est dédiée justement aux thérapeutes. Et j'ai vu l'évolution quand même en 17 ans. C'est-à-dire que à l'époque, moi, quand j'allais voir le monde de l'entreprise et que je leur parlais de bien-être, ils pensaient que j'étais une secte. Tu vois. Et maintenant, on parle de yoga, de méditation, de magnétisme, tu vois, de médiumnie. Je trouve que ça s'est un peu démocratisé quand même, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, un peu. Si, t'as raison, un petit peu. Mais j'ai l'impression que tu vois, actuellement, c'est comme si je parle de la France, d'accord ? On va pas parler d'autres pays parce que là, on est entre Français. En France, ça se scinde un peu en deux, la population. Il y a ceux qui se sont réveillés en se disant, tiens, je sens que je suis énergie, je sens qu'à l'intérieur de moi, il se passe des trucs et je peux pas nier que en fait il y a des choses qui se passent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis il y a l'autre partie de la population très cartésienne qui a besoin de preuves. Je veux dire, c'est des gens qui allument le bouton on/off de leur interrupteur pour la lumière tous les jours. L'électricité, ils la voient pas, pourtant ils savent que ça existe. Et ben tu vois, ils vont pourtant douter de tout ce qui est énergie. Alors qu'en fait, je veux dire, on sait que l'énergie, elle existe, on a la preuve, mais même de l'âme. Cet après-midi, j'étais en grande discussion avec des gens qui me disaient l'âme, ça n'existe pas. Et je leur dis, allez voir les recherches sur Google. Enfin, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé que l'âme existait. Mais en fait, c'est des gens qui vont te dire oui, mais il y a si ça. En fait, je crois pas que on voit ce en quoi l'on croit. Si c'est ça. Je crois pas qu'on croit ce que l'on voit, mais que l'on voit ce que l'on croit. Donc je pense que c'est ça en fait. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu
scindé en deux. Qu'il y a une partie de la population qui vraiment se rend compte que tout ça, oui, ça existe et qu'il y a des faits. Et puis les autres qui veulent pas y croire. Et tu peux pas convaincre quelqu'un qui veut pas y croire. Donc ça, voilà. Donc il y a voilà. Il y a Mais d'ailleurs, tu sais que quand tu parles d'études scientifiques, je me rappelle d'un gars, mais je me rappelle pas de son prénom et de son nom, mais on pourrait le retrouver très facilement. Peut-être que tu le connais. En fait, c'est un jeune homme qui a cette capacité justement à pouvoir s'extraire en fait de son corps quand il le souhaite. Donc lui, il parle de conscience. Ouais. Et il y a une scientifique qui s'est intéressée à ce gars-là, qui a mené et qui continue, je crois, à mener des études en fait avec lui, parce que lui, quand il était gamin, en fait, il pensait que tout le monde le faisait. Et donc, quand il s'ennuyait en classe, hop, il partait, il allait jouer avec son chien et tout. Et pour lui, en fait, c'était tout à fait normal, quoi. Donc, toujours, il s'est aperçu qu'en fait, non, c'était quand même pas très, très normal. Et donc, à un moment donné, il a été dans un meeting, et il y avait cette dame-là, en fait, cette scientifique, qui a proposé au public, s'il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils le souhaitent, de sortir de leur corps, qui viennent me voir, j'aimerais bien mener des études. Et donc là, elle a réussi à prouver, notamment, que quand le gars, il sort, donc sa conscience, son âme, peu importe comment on l'appelle, et ben, au niveau au niveau de la balance, il y a un poids, en fait, qui descend. Je crois que c'est genre 20 grammes, un truc comme ça, quoi. Ouais, ça a été un film qui s'appelle comme ça, 21 grammes. Ça parle de grammes. C'est le film? Non, mais je veux dire, c'est énorme, en fait, tu vois, c'est énorme de savoir ça. Ouais. Mais il y a plein d'études qui ont été faites, même pour la télépathie. En fait, ils ont fait une étude, ils ont mis un mec dans une pièce, un mec dans une autre pièce. Ils lui ont demandé de penser au mec A, ils lui ont demandé de penser à quelque chose et de vouloir le transmettre à l'autre. Ils ont vu que c'était dans le cerveau, donc ils avaient des capteurs, ils ont vu que c'était l'action de la parole qui était mise en lumière et que le mec recevait aussi dans son cerveau, que c'était l'action de la parole qui était allumée et qu'il recevait des trucs. Enfin, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites. Mais le problème, c'est que les détracteurs, ils vont toujours te dire « Oui, mais l'étude a été faite que sur un mec. » Donc, en fait, on peut pas prouver que ça existe. Tu vois, en fait, c'est toujours ça. Si tu as envie d'y croire, tu y crois. Et puis, si t'as pas envie, tu n'y crois pas. Tant que les gens sont heureux, en fait, peu importe, on y croit, quoi. Ouais, c'est clair. Après, moi, je me dis, souvent, justement, pour les sceptiques, tu vois, il y a un phénomène qui nous concerne tous, c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes. D'accord. Tu vois, on voit bien en fait que ça a un effet quand même quasiment sur tout le monde, en fait, sur tous les êtres vivants sur notre Terre. Donc, je pense que ça, c'est difficilement à remettre en question. Ouais, mais c'est un astre, enfin, c'est un satellite. Tu vois, on parle d'énergie propre, enfin, tu vois, la différence, c'est quand même un truc, je veux dire, l'astrologie et tous ces trucs-là, ça date d'il y a tellement longtemps que c'est accepté. Alors que d'autres trucs, tu vois, là, on est en train d'organiser un truc avec Mathieu parce que j'ai fait une canalisation. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la canalisation, c'est quand tu reçois des messages de personnes décédées et j'ai fait une canalisation il y a quelques jours de ses grands-parents et de ses arrière grands-parents. Et puis on s'est dit, tiens, pour montrer aux gens que ça existe, en fait, je vais faire une sorte de conférence, tu vois, où je vais prendre des photos des gens que les gens vont m'apporter. Je vais prendre la photo en main avec le prénom et je vais leur dire, voilà, j'ai ça qui vient comme info. Et tu peux pas mentir, je veux dire, c'est des gens que je connais pas. Je connais pas la personne qui est sur la photo. Enfin, tu vois, je peux pas inventer des trucs. On s'est dit qu'on allait faire ça et que c'était une méga bonne idée pour que les gens se disent, non, attends, je veux dire, j'ai jamais rencontré cette personne, elle peut pas savoir des trucs sur moi. Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour éveiller les gens à autre chose, quoi, à ce qu'ils se disent, ouais, il y a peut-être autre chose qui existe, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis, je trouve qu'il y a quand même suffisamment maintenant de professionnels qui sont quand même reconnus dans leur activité, enfin, en tout cas, pour ceux qui s'y intéressent. Je parle de personnes sérieuses, hein, qui, de par leur métier, justement, ont réussi à faire valider beaucoup de choses, quoi. Un peu comme Mathieu Ricard, qui a réussi à faire valider la méditation, tu vois, quelque part. Ouais, carrément. Donc, c'est vrai que pour les gens qui seraient en questionnement, maintenant, je trouve qu'on a quand même suffisamment d'informations pour quelqu'un qui est curieux, tu vois, d'aller chercher les infos pour remettre peut-être un tout petit peu en question son regard, en fait, sur tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, carrément. Il y a un médecin du sommeil à Bordeaux, là, avec qui j'ai parlé, parce que j'ai une de ses étudiantes qui est médecin aussi en stage, et on s'est dit qu'on voulait faire des trucs scientifiques, tu vois, pour vraiment pousser les trucs. Du coup, on attendait la fin du confinement, il faut qu'on se recontacte là, pour que j'aille dormir là-bas, parce que je fais des rêves prémonitoires en permanence.
Ok. Il faut qu'on mette des capteurs et que je dorme là-bas pour voir ce qui se passe, quelle est la zone qui est activée et tout. Et pareil, ça va être prouvé scientifiquement, donc c'est méga bien, quoi. C'est des avancées. C'est bien. C'est clair. J'imagine que tu connais l'INRES. Oui. Ouais, parce que je trouve que c'est quand même chouette, les démarches qu'ils font autour de ce qu'ils appellent, eux, tous les phénomènes dits un peu extraordinaires. Je trouve qu'il y a une démarche quand même qui est plutôt cohérente et juridique plutôt bien, quoi. Et je sais qu'ils ont mené plein d'études, ils ont fait justement des trucs comme ça, parce qu'ils ont créé une chaîne de télévision, je crois, il n'y a pas très longtemps sur Internet. Et ils allaient justement, genre dans des lieux, par exemple, type maison hantée, juste pour vérifier avec des médiums, tu vois, s'il se passait vraiment des choses dans cette maison, quoi. Okay. Et donc, je les ai pas vus, hein. J'ai vu en fait qu'ils parlaient de ça, mais je sais que moi j'ai rencontré Stéphane Alix à l'époque et je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de bien, de posé, d'ancré, avec une vraie démarche journalistique. Et ouais, j'aime bien ce qu'il fait, quoi. Ok. Ben, j'irai voir le truc des maisons hantées avec les médiums, là, ça m'intéresse. Carrément. Ouais. Mais tu sais, je pense que je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il y a peut-être 50% de la population qui a absolument pas envie de t'entendre parler de ça, en fait, et puis qui va te juger très rapidement. Mais je pense que pour faire un pont aussi avec ce qui nous anime, je pense que c'est lié à notre éducation. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu vois, ces gens-là ont sûrement grandi dans un univers où tout ça, peut-être qu'on n'en parlait jamais, ou peut-être que si on en parlait, tu vois, on pointait du doigt comme des gens un peu bizarres, ou tout simplement parce que dans notre parcours scolaire, il n'y a pas un seul moment, en fait, où on nous sensibilise à ça, en fait. Je sais pas si c'est lié qu'à ça, tu vois, moi j'ai grandi, mon père il est militaire, ma mère elle parlait pas de tout ça, le jour où je lui ai offert des pierres, elle les a jetées, enfin tu vois, j'étais pas dans une famille qui acceptait tout ça, et pourtant, tu vois, je pense que quand c'est ton chemin, en fait, tu peux pas y échapper. Et tu finis par te réveiller, en fait. On va pas partir dans les âmes et tout parce qu'on est là dans 3h30, mais je pense que si entre guillemets ton âme elle a choisi que tu devais te réveiller en fonction du chemin de vie que tu dois faire et ce que tu dois faire, bah ton âme elle se réveillera ou pas. Tu sais, il y a plein de gens qui parlent de la calcification de la glande pinéale, donc le truc qui t'empêche d'avoir clairaudience et clairvoyance. Franchement, je me suis toute ma vie brossé les dents avec du fluor et pourtant ma glande pinéale, elle n'est pas calcifiée. Donc, tu vois, en fait, je pense vraiment que si tu dois voir, entendre et te réveiller, en fait, peu importe ce que tu feras, ça se fera, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, c'est clair. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça, c'est évident, mais c'est ce que tu dis, c'est ton chemin de vie, en fait. Ça, c'est une évidence. Mais je trouverais ça quand même intéressant dans le cursus scolaire, en fait, tu vois, qu'à un moment donné, qu'on nous sensibilise, tu vois. Je sais pas, ne serait-ce que, tu sais, je trouve que Pardon ? La méditation, déjà. Ouais, par exemple, je trouve que la naturopathie, c'est une approche holistique qui est hyper intéressante. Tu vois, on pourrait justement nous expliquer l'alimentation, qu'est-ce qui est bon pour notre corps, et pourquoi pas après extrapoler puis parler d'autres choses. Juste, en fait, ne pas négliger et dire que ça n'existe pas, alors que oui, ça existe, tu vois, c'est présent autour de nous, et laisser en fait chaque être faire après son chemin en fait autour de ça. Mais juste qu'il y ait une petite graine qui soit semée, moi, je trouve que ça serait quand même assez important. Je suis entièrement d'accord, mais on a dit qu'on n'allait pas trop parler des trucs sanitaires, mais tu as vu la circulaire qui est sortie sur Eduxol ? Peut-être. Ah oui, non, vas-y. Tout ce qui est naturopathie, jeûne, jus, les gens qui peuvent se soigner autrement de secte. Oui, j'ai vu. Oui, mais... Ça va être compliqué, tu vois, d'intégrer la naturopathie à l'école, sachant que l'éducation nationale, visiblement, n'est pas forcément pour. Mais bon, on va pas partir là-dedans maintenant. Ça serait... Oui, c'est clair. C'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer, c'est sûr. On aurait beaucoup de choses à dire. En fait, moi, ce que je vois de mon prisme, c'est, une fois de plus, c'est plutôt ce côté optimiste et positif de ce que je vis dans le festival et de ce que je vis aussi au congrès, c'est que oui, c'est clair. En fait, il y a des circulaires qui vont dans ce sens-là, et il n'y a pas que ça. Tu vois, il y a plein de choses qui sont quand même de notre prisme, en tout cas, très négatives. Mais d'un autre côté, moi, je vois aussi les avancées positives qui peut avoir au sein de l'éducation nationale. Et puis tous ces enseignants, en fait, on va dire 50% des enseignants qui se donnent à fond, qui vont chercher des outils à l'extérieur pour essayer de mener des expériences en fait dans leur classe et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Donc oui, il y a ce truc-là. Mais moi, je crois à l'initiative citoyenne. En fait, je me dis, tu vois, on est quand même plus nombreux que le système. Donc, si chacun on se responsabilise et qu'on passe à l'action, à mon avis, on peut peut-être changer les choses, quoi. Je suis d'accord. Mais pour ça, on passe à l'action. Ouais, c'est ce qui manque. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qui manque. Ouais, c'est clair. Hein. Mais toi, tu passes à l'action.
Ouais, moi, oui. Mais bon, tu vois, c'est vrai que j'ai l'impression d'être belliqueuse, tu sais, des fois, quand je dis aux gens, mais bougez-vous, vous voulez que les choses changent, mais vous faites quoi? Et c'est vrai qu'on doit se bouger. Tu vois, ce matin, je discutais avec un gendarme et en fait, il me disait que plein de trucs aberrants sur ce qui s'est passé là, mais sur d'autres trucs. Enfin, je veux dire, les gendarmes, c'est quand même ceux qui sont censés protéger la veuve et l'orphelin. Ils sont quand même ralliés au régime militaire d'une nation. Ils sont quand même censés être là pour qu'on ressente la sécurité dans un pays et tout. Et lui, il me disait que, enfin, tout ce qui s'était passé pendant ce truc sanitaire, etc. On va pas rentrer dedans, mais que c'était aberrant et qu'en fait, il y avait plein de choses en fait, son métier était sali ces dernières années, tu vois. Et du coup, ils ont envie de se bouger, mais par peur de perdre leur travail ou par peur en fait, de manière globale, il y a beaucoup de personnes qui osent pas. Et c'est dommage parce que si on était tous à se bouger, je veux dire, on est 70 millions en France. C'est clair que si on se bougeait tous, mais franchement, on a 1000 fois la possibilité de tout changer. Hein. Vraiment, vraiment. Il faudrait qu'on soit unis, en fait. C'est l'unité qui manque. Si demain, on voyait notre voisin se faire, je sais pas, agresser par les policiers, par exemple, qui sont sous le joug du gouvernement, bah, si on allait défendre notre voisin, en fait, d'être vraiment dans l'unité, dans être présent pour nos voisins, nos amis, notre famille, je pense que c'est vraiment le truc qui manque en fait. Il y a trop d'individualisme malheureusement et c'est vrai que si on était un peu plus centré sur les autres que sur notre peur et vouloir garder notre sécurité à nous, je comprends, hein, c'est la peur qui mène à ça. Mais en fait, c'est ça qui ferait que tout se passerait extrêmement bien, quoi. D'être plus dans l'amour. Ouais. Et le partage. Tu vois, j'ai beau être une associable, je veux dire, demain, je vois quelqu'un qui se fait embêter dans la rue, ma première réaction, c'est d'aller l'aider. Je vais pas juste, tu vois, me dire non, je rentre chez moi, je cherche pas à comprendre ce qui se passe. En fait, c'est ça, c'est d'aller prêter main forte aux autres, porter le caddie de la petite mamie. En fait, plein de petits trucs qu'on peut faire au quotidien et qui pourraient changer les choses. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais je pense que, est-ce que toi déjà, tu as une solution par rapport à ça, pour que les gens justement passent peut-être plus à l'action? Une solution de mon point de vue de Johanna, ou si je me place en omnisciente tu vois, genre si j'étais Dieu, demain, je me dirais, je ferais souffrir tout le monde pour que tout le monde ait assez souffert pour se dire j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide. Donc maintenant, vu que j'ai souffert, je vais aider les autres parce que j'ai compris ce que ça fait quand je souffre. Ça, c'est si j'étais Dieu. Fort heureusement pour l'humanité, je ne suis pas Dieu. De mon point de vue à moi, je pense que c'est l'expérience de vie qui, en fait, ça rejoint le point de vue de Dieu. Je pense que c'est l'expérience de vie qui amène à changer notre comportement. Et que c'est que quand on se rend compte que on a eu besoin de l'aide des autres qu'on commence à aider à notre tour, en fait. Tu vois, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas les moyens, c'était un peu compliqué et on a eu besoin d'aide et on a toujours été aidés. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être ça qui rentre en compte. Plus, je sais pas, j'ai toujours vu mon frère, ma mère aider les autres. Enfin, du coup, j'ai grandi avec ça. Mais il y a peut-être des gens qui sont trop pris dans leur métro boulot dodo, ils n'ont pas le temps de penser à aider les autres, à une petite action qu'ils pourraient faire. Et du coup, je pense que c'est ça qui manque. Je pense vraiment que tout le monde peut pas créer des écoles, tout le monde peut pas. Je veux dire, chacun se bouge à sa manière dans ce qu'il peut faire. En fait, il n'y a pas de petites actions ou de grandes actions. Mais ça serait bien que tout le monde fasse des petites actions au quotidien, en fait, tout simplement. Ouais, moi, je te rejoins sur une chose, c'est que je pense que on est trop conditionné, en fait. Tu vois, mais ce qui est normal quelque part. En fait, dans chaque société, on est conditionné d'une certaine manière. Et moi, de ce que je pense, c'est qu'on arrive avec tout, en fait. Tu vois, en tant qu'être humain, quand on a tout le bagage nécessaire. On a l'empathie, l'amour, la coopération, la co-créativité. Tu vois, on est qu'amour, en fait, tu vois, quelque part. Et j'ai vraiment le sentiment que le conditionnement de notre société nous rajoute des couches, en fait. Et donc, c'est toujours présent. Et le gros challenge pour les adultes ou les jeunes adultes, c'est de se déconditionner, en fait, puis d'enlever toutes ces couches, quoi.
Et donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois, j'ai l'impression de faire le tour et de revenir à chaque fois au même stade, quoi, en me disant, mais en fait, tout part de l'éducation. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ouais, je sais pas si je dirais l'éducation ou l'amour qu'on a reçu. C'est peut-être pareil. Bah, l'éducation, de mon point de vue, d'accord, c'est un cadre dans lequel on t'apprend des choses. L'amour qu'on partage ou que tu peux le recevoir de n'importe qui. Tu peux ne pas être éduqué et pour autant savoir ce que c'est l'amour, l'avoir ressenti et du coup être capable de le transmettre à ton tour. Ça se rejoint sûrement à un certain niveau. Mais, ouais. Oui, c'est lié. Oui, c'est clair. Enfin, il y a très clairement un pont entre les deux. Ouais. Ouais. Mais fatalement, il y a aussi l'environnement dans lequel on va se trouver, quoi, qui est... C'est sûr que si tu souffres depuis ta tendre enfance, ou tu vois, si tu as grandi, genre tout à l'heure on parlait du Cambodge, si tu as grandi au Cambodge du temps de Pol Pot où les gens se faisaient tuer, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir développer la même empathie que quelqu'un qui aura grandi dans l'amour avec de la facilité, sans souffrance au quotidien. Ça va être plus compliqué ou voire plus facile en fonction de comment la souffrance aura été perçue. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais tu vois, par exemple, toi, tu disais, et je pense que ça se rejoint, tu disais qu'on avait en gros notre chemin de vie, tu vois, moi je suis convaincu aussi de ça. Mais je trouve qu'il y a un pont et une liaison aussi entre notre chemin de vie et nos excellences. Tu sais, moi j'appelle ça des excellences, en fait, là où on est très bon, tu vois, là où on excelle, quoi, en gros. Et je crois qu'on est potentiellement tous très très bons dans quelque chose, ou même dans plusieurs choses. Et j'ai l'impression que c'est très proche, en fait, de notre chemin de vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, un rôle clé, en fait, à jouer dans l'éducation pour nous accompagner, justement, tu vois, dans nos excellences, quoi. Si, je suis d'accord, mais c'est ça le problème, c'est que l'éducation veut faire rentrer tous les enfants dans les mêmes cases, alors qu'en fait, un gamin qui est mauvais en maths, c'est pas qu'il est mauvais tout court. C'est juste que les maths, c'est pas son fort, et que s'il faut, il va exceller en mécanique, et que ça va être le mec qui va réparer les Formule 1 qui sera le meilleur du monde. Mais parce qu'en fait, on veut le conformer à des cases préexistantes. C'est clair qu'il va peut-être passer à côté de son chemin de vie, alors que si on l'avait conforté dans ses excellences, comme tu dis, effectivement, oui, ça aurait été possible que du coup, il trouve qui il est. Et c'est envie de faire. Ouais, carrément. C'est ça. Mais est-ce que ça fait pas partie un peu de ton projet de l'école que tu as envie de créer? Si. si, c'est clairement ça. Tu vois, j'ai envie de pleurer quand j'en parle tellement ça me tient trop à cœur. C'est un truc, ça me fait vibrer. Tu sais, c'est comme un gosse la veille de Noël quand tu lui dis hey, tu sais ce que tu vas avoir comme cadeau, le truc dont tu rêves depuis toujours. Je me sens comme ça, en fait. J'ai tellement envie de voir les gosses ne pas avoir envie de quitter l'école parce que toute la journée, ils auront fait que ce qu'ils ont envie de faire et que du coup, ils seront complètement eux et ils seront plus à se dire je suis nul, je suis un mauvais élève, tu vois, pas de notes, pas de devoirs. Déjà, enlever tous ces trucs-là qui sont dans la notation et dans le fait de comparer les élèves aux autres. Ça encourage à la compétition, c'est hyper mauvais. Et puis après, ça fait des adultes de « Ah, combien tu gagnes, toi ?» Ben moi, je gagne plus que toi. Tu sais, ça continue, en fait, dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que si on éduquait les gamins à ce qu'ils puissent trouver leur chemin, ça serait fou. En fait, on aurait changé le monde en entier, tu vois. Donc, ça serait dingue. Ouais, je pense. Tu sais que d'après mes estimations et le travail qu'on fait, c'est dans le champ éducationnel, nous, on pense qu'il y a déjà à peu près plus de 4000 écoles qui existent, donc des écoles dites nouvelles ou alternatives, peu importe comment on les appelle, avec tous, évidemment, des directions diverses et variées. Hein. Il va y avoir que des écoles Montessori, que des écoles Steiner, que des écoles Freinet, des écoles démocratiques. Enfin, il y a vraiment de tout parce que c'est très dépendant du porteur de projet. Ça serait quoi, toi, en fait, ton école, elle ressemblerait à quoi? Tu peux nous dire? Dans l'idée, c'est un peu l'école démocratique. En fait, il n'y a pas de cours. L'enfant est accompagné dans ce qu'il a envie d'être et de faire. On ne lui demande pas de faire des choses. La semaine A, il va choisir ce qu'il a envie de faire la semaine B. Donc, en fait, il s'engage dans son éducation et dans son apprentissage. C'est ses choix à lui. Il se responsabilise dès le plus jeune âge.
Et en fait, l'enfant est entièrement responsable de tout ce qu'il apprend au moment où il a envie de l'apprendre. Donc, c'est-à-dire que s'il a envie de faire du dessin pendant 6 mois, il fait du dessin pendant 6 mois, en fait. Si c'est son délire et que s'il faut, c'est le futur Picasso, tu vois. Je veux dire, tu vas l'empêcher de faire du dessin, alors qu'en fait, c'est peut-être le futur créateur divin, tu vois. Enfin, donc, je trouve c'est super important de les laisser être et en fait d'apprendre chaque matière, tu sais, de l'éducation nationale sous une autre forme. Tu vois, être assis, il est fait sur une chaise 8 heures par jour, c'est juste insensé. Du coup, par exemple, la chimie avec de la cuisine, l'histoire avec des cours de théâtre, tu vois, enfin, en fait, trouver des solutions pour que tout soit jeu. Voilà. Ok. Et elle serait où, cette école? À Sauveterre. C'est dans le Gers, c'est ça? Ouais, c'est stylé comme nom, Sauveterre. Tu vois, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ouais, c'est fait exprès? Non, c'est là où ma belle famille habite et que donc en fait quand on est revenu, on s'est dit qu'on allait la créer là. Mais je trouvais ça assez, je trouvais que la coïncidence était plutôt sympa. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a, est-ce que c'est quelque chose qui t'habite depuis très longtemps en fait de créer une école, ou est-ce qu'il y a eu un réveil, quelque chose, tu vois, à un moment donné? Personnellement, c'est revenu à la surface parce que j'imaginais en fait une école quand j'étais gamin, et c'est revenu à la surface il y a 7 ans en arrière. Et de là, j'ai écrit un article, une histoire que je t'ai racontée. Toi, c'est arrivé comment? C'était avant la naissance de ma fille et pourtant cette école à la base je l'ai créée pour elle, mais en fait j'ai eu l'idée avant même qu'elle naisse. Peut-être que tu vois, ça vient peut-être inconsciemment, j'en sais rien. J'ai eu l'idée il y a 5 ans à peu près, mais peut-être que c'est venu du fait que j'ai jamais été super adaptée à l'école, que tu vois. Pourtant j'étais pas mauvaise élève, hein. Mais j'avais conscience que ce qu'on me forçait à apprendre, c'était pas censé. Enfin, tu sais que ça allait me servir à rien et que voilà, j'avais conscience de tout ça. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça, tu vois, que j'ai voulu créer un truc où les élèves pourraient être eux, sans qu'on les oblige à être bons dans autre chose et qu'ils s'oublient en fait, qu'ils sachent plus qui ils sont à force qu'on les oblige à être quelqu'un d'autre. Ah, c'est clair. Et de là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à faire des recherches pour voir l'existant? T'as fait quoi? Je fais jamais ça. Alors, tu sais, quand les gens me demandent, j'en avais parlé à ma banquière, elle m'a dit « Mais vous avez fait une étude marketing ?» Je dis « Non, je fais pas d'études marketing. Je fais ce qui me tient à cœur. » Mais ça se passe pas comme ça. Si, ça se passe comme ça. Donc, non, je vais jamais voir ce que font les autres parce que j'ai pas envie d'être influencée. On peut être influencé dans le bon sens, mais on peut aussi être influencé au point de s'oublier et de plus savoir ce qu'on voulait nous à la base. Du coup, je vais pas voir ce que font les autres. Je m'y suis mis juste après l'accouchement, donc en octobre-novembre dernier. J'ai commencé à faire des recherches sur où, comment, ce qu'il fallait demander comme permis de construire, faire le CU, étudier pour le terrain. Là, on a grave pris de retard avec le confinement, tu vois. On a aussi regardé si c'était possible de faire du photovoltaïque sur des ERP. ERP, pour ceux qui connaissent pas, c'est établissement recevant du public. On n'a pas le droit. Sinon, c'est ce que j'aurais fait parce qu'en fait, je veux une école complètement autonome. Je veux pas qu'on puisse être dépendant de qui que ce soit et que si un jour il y a la fin du monde, on puisse persister. Donc, j'avais regardé tout ça. On n'a pas le droit de faire du photovoltaïque. Donc, pour le coup, on a changé notre fusil d'épaule et on va faire la construction normale, quoi, sans. Parce qu'en fait, quand tu fais du photovoltaïque, tu as le droit de te faire financer ton hangar entier par les personnes en fait qui vont récupérer l'argent de ton photovoltaïque, ils vont racheter ton électricité, mais en échange, ils te financent tout ton hangar. Donc nous, c'était bon plan, vu qu'on n'avait pas assez soulevé de fonds, tu vois, c'était génial, mais on n'a pas le droit de faire ça pour une école. Donc voilà, on va faire comme on peut. Mais c'est cool, ouais. Et est-ce que tu vas faire aussi de la permaculture? Ouais, on a un terrain qui fait genre 3000 mètres carrés. Donc, on va faire, on compte bien avoir des chèvres, des lapins, des poules. Tu vois, on en a déjà là chez moi, à la maison. Donc, c'est clair qu'on va en avoir dans l'école parce que, en fait, le but de l'école pour moi, c'est d'apprendre aux enfants, de les aider à découvrir la vie. Tu vois?
Et la vie, pour moi, c'est pas juste être encadré dans 4 murs et puis apprendre ce que Charlemagne a fait, tu vois, parce que clairement, Charlemagne, il va pas nous apprendre la vie, quoi. Enfin, ça dépend comment on le perçoit. Donc oui, la vie dans le terrain et dans l'école. Donc permaculture, apprendre à traire les chèvres et puis boire le lait des chèvres, tu vois. Enfin, l'idée, c'est vraiment que les gosses apprennent la vie et la nature, quoi. Voilà. Ah oui, bah, tu prêches un convaincu. Moi, mon projet s'appelle l'école de la vie, donc forcément. Ouais, dans l'idée, c'est la même. Voilà. On est à 100%, c'est clair. Et est-ce que tu t'es rapproché quand même par curiosité d'autres écoles pour je suis allée voir. J'ai écrit à l'école démocratique. Ils ont été méga sympas. Ils m'ont pas mal renseigné sur certains trucs. Et après, non, je me suis pas rapprochée. Je me suis rapprochée de toi. On a un peu discuté. Et sinon, non, j'ai pas contacté d'autres écoles parce que ça me parlait pas plus que ça. Mon idée de l'école se rapprochait plus de l'école démocratique et de ton école à toi. Je me suis rapprochée des personnes avec qui on était en accord au niveau de la vision des choses, de l'éducation, tu vois. Ouais, je vois. Et tu sais même pas, en fait, s'il y a des écoles là où tu te trouves? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Non, il y en a pas. À Sauveterre, il y en a qu'une. C'est pour les anglo-saxons, donc rien à voir avec une école, tu vois, libre. Et puis dans l'entourage, il devait y en avoir une pas très très loin d'ici. Finalement, le projet a avorté. Ça s'est pas fait. Du coup, il y en a pas aux alentours. Attends, j'ai vu qu'il y avait une question. C'est qu'il faudrait peut-être combattre dans l'école publique. Je suis pas sûre de comprendre ce qu'on est censé combattre. Alors combattre, moi, je pense savoir ce qu'elle veut dire, Sandy. En fait, combattre, je pense que c'est pas la bonne idée, Sandy. À mon avis, il faut plutôt s'adapter au système plutôt que de lutter contre un système. Et pour aller dans ce que tu dis, moi, ce que je pense, c'est que les écoles nouvelles, les écoles alternatives, c'est absolument pas la solution. J'imagine que vous le sous-entendez, que ce soit pour moi, peut-être que je me trompe pour toi, hein, Johanna, mais c'est plus un projet de vie en fait pour nous que de révolutionner en fait l'éducation, quoi. C'est pas du tout ça l'objectif. Et là où ça doit changer, c'est vraiment au sein de l'éducation nationale. Donc la solution, c'est pas de créer des écoles, loin de là. Par contre, mettez de l'énergie et de l'action pour essayer de faire avancer les choses au sein de l'éducation nationale. Ça me semble beaucoup plus cohérent parce que c'est l'école gratuite et que c'est ouvert à tout le monde. Après, à terme, tu vois, je pense qu'à force que des gens comme nous ou pas comme nous créent ce genre d'école et qu'il y ait peut-être des taux de réussite, parce qu'en fait, on marche en taux au niveau du gouvernement, etc. Il faut des preuves. Plus il va y avoir de preuves que ces écoles amènent à des gens qui sont heureux, qui gagnent bien leur vie, parce que l'argent a une place importante actuellement, qui sont productifs, qui sont inclus et qui ont une place importante dans la société, plus je pense qu'ils vont peut-être s'intéresser à ces écoles en se disant en fait, il y a peut-être moyen, je veux dire, c'est peut-être pas un truc sectaire, et il y a peut-être moyen de s'y intéresser pour amener des facettes de cette éducation-là dans l'éducation nationale. Mais je pense que il faut pas oublier que les ostéos ont commencé à rentrer il y a 5-6 ans, alors que ça fait 40 ans que ça existe. Donc, je veux dire, on a de belles années devant nous avant que les écoles comme les nôtres soient acceptées et passent comme point majeur de l'éducation des enfants, quoi. Voilà. Oui, c'est clair. Alors après, je le dis, ils sont au courant, hein, parce qu'ils viennent au Festival pour l'école de la vie, ils viennent aussi au Congrès Innovation et Éducation. Nous-mêmes, on est quand même aussi en contact avec eux. Dernièrement, il y a même l'UNESCO qui nous a contactés, qui a envie d'être partenaire en fait de nos événements. Donc, ouais, c'est génial. Donc, ils sont vraiment au courant. D'ailleurs, j'ai appris par l'intermédiaire d'autres personnes qu'en fait, on nous laissait faire parce qu'ils estimaient que c'était vraiment important. Qui est justement cet échange, tu vois, je parle du festival et du congrès, et cet échange en fait à l'extérieur, parce que ça nourrit en fait des réflexions qu'ils n'ont pas eux forcément en interne. Eux, ils pourraient pas se permettre d'organiser des événements comme nous on fait, quoi. C'est avec la même dimension, la même éthique, les mêmes valeurs. Enfin, tu vois, ça serait très différent, quoi. Donc ils sont très bien au courant. Et une fois de plus, ça évolue aussi au sein de l'éducation nationale. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, comme tu dis, ça a mis 40 ans pour les ostéos. Peut-être que ça mettra peut-être autant de temps aussi pour l'éducation. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les bras. Moi, je pense que, tu vois, tant mieux si à un moment donné, il y a un porteur de projet qui nous écoute et qui a envie de créer une école, mais vas-y, fonce, quoi. Parce que
probablement, en fait, c'est ton chemin de vie, il faut le faire. Mais il faut pas, à mon sens, il faut avancer dans les deux directions, en fait. Tu vois, c'est vraiment ne pas être unidirectionnel et se dire que la solution, c'est de créer des écoles alternatives. Et inversement, la solution, c'est de tout changer au sein de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Un mariage, en fait, ce qu'on essaye de faire, nous, depuis quelques années, quoi. Mais en fait, tu vois, ce que j'aimerais dans mon monde idéal, moi, c'est que tout le monde accepte tout le monde. C'est-à-dire que, je veux dire, des parents ont envie d'envoyer leurs enfants dans des écoles comme les nôtres, ils le font et ça pose pas de problème. Et qu'on ait des subventions, parce qu'en fait, nos écoles sont payantes parce qu'on n'a pas de subventions. En fait, il faudrait que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut, quand il veut. Et c'est pas du tout le cas. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est que les personnes qui veulent envoyer leurs enfants dans des écoles différentes comme les nôtres, en fait, elles n'ont pas vraiment le choix. Soit tu as de l'argent, soit tu peux pas envoyer ton enfant dans ce genre d'école. Et tu vois, j'ai fait mes calculs. Franchement, à la base, je voulais que ce soit accessible à tout le monde, même aux personnes qui étaient vraiment sans revenus. Mais sauf que si j'ai aucune subvention, je peux pas. Parce que je peux pas faire tourner l'école, j'ai pas les moyens pour l'électricité, pour tout. Donc en fait, il faudrait que le gouvernement il soit assez ouvert pour ne pas juste accepter qu'on crée ce genre d'école, mais nous aider à les créer et accepter que des personnes puissent vouloir aller dans des choses différentes que dans l'éducation nationale, en fait. Tout comme le vaccin, tout comme plein de trucs. En fait, on devrait être libre de choisir ce que l'on a envie d'être, de faire pour nous, pour nos enfants, et qu'on soit pas handicapé par les choix de personnes qui estiment que tel chemin est mieux que tel chemin, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le libre choix. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais. Que ce soit même d'ailleurs aussi pour les enseignants, qu'ils aient cette possibilité de choisir, de dire, moi, cette année, j'ai envie de faire, je sais pas, du Montessori, par exemple. Puis non, en fait, au final, je vais rester dans les clous et faire le système de l'éducation nationale, mais qu'il y a un choix. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, cette idée de choix. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on y viendra. Hein. Écoute, je croise les doigts. Et tu veux qu'on réponde aux questions? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes et on n'a pas vraiment... Je peux regarder le film. Ouais, regarde, parce que moi, je ne peux pas bouger le film, mais depuis le début, je ne sais pas. Il y a Sylvie qui nous dit « Je pourrais venir enseigner la communication animale ». Ouais. Tu peux, Sylvie, c'est possible. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, c'est vrai, Montessori et Freinet existent depuis 20 ans, ils ouvrent la voie. Mais c'est différent. Montessori et Freinet, même s'ils enseignent différemment, ils enseignent quand même le programme de l'éducation nationale. Freinet, peut-être pas. Tu es au courant? Il y a une partie, en tout cas, qui est mise en place. Du programme. Alors que, pour ma part, je ne sais pas toi pour ton école exactement, mais pour ma part, moi, je ne suis pas du tout le programme de l'éducation nationale. Donc, ils ouvrent pas la voie, ils ouvrent la voie pour une dynamique déjà différente de l'éducation nationale et c'est très bien. Et c'est pas encore l'ouverture de la voie pour nos écoles à nous où on laisse l'enfant être ce qu'il a envie d'être, en fait. C'est pas encore ça, quoi. D'ailleurs, j'ai envie de revenir sur une chose que tu disais parce que ça va aussi dans ce sens-là. Si on a envie que les choses, justement, on va dire, se généralisent ou qu'on ait le choix, comme tu le soulignes, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte que les citoyens comprennent qu'ils ont une responsabilité citoyenne, tu vois, de s'occuper d'eux. Ouais, je suis d'accord. Et dans les religions, on nous dit, oh là là, c'est égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Mais peut-être que ça serait aussi le point de départ, tu vois. Moi, je le répète vraiment souvent depuis de nombreuses années, que les gens comprennent quand même que c'est hyper important qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur corps, de leur machine biologique, de leur esprit, de leur âme, peu importe, mais qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils trouvent les bons outils, en fait, pour être vraiment bien avec eux. Et je pense que si on faisait ça, ça ferait un peu comme le phénomène de ce qu'on vit avec les boutiques bio depuis 5-6 ans. Et il y a peut-être 6 ans en arrière, il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'il y a maintenant dans toutes les villes. Et pourquoi il y en a? C'est parce que nous, en fait, en tant que consommateurs, on le demande. Donc, la société, elle s'adapte. Elle se dit, tiens, il y a un marché, je vais gagner de l'argent. Les gens ont envie de consommer bio, on va leur donner du bio. Donc, c'est exactement le même principe pour l'éducation, pour le développement personnel et tout, etc. Donc, et pour en arriver à ce stade-là, pour que les gens conscientisent et aillent dans ce chemin-là, moi, je pense qu'il faut vraiment s'occuper de soi, quoi. Il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes.
Bon, on n'en est pas quand même. Tu sais, un jour, en rigolant, il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais Johanna, tes soins, il faudrait qu'ils soient remboursés par la Sécu. Ça m'a grave fait rire. Et on n'en est pas là. Tu vois, je me dis, pourtant, toutes les médecines alternatives, c'est quand même, je veux dire, plus ça va, plus ça prend d'espace. Le gouvernement doit bien se rendre compte que plus ça va, plus il y a de gens qui sont pour les médecines alternatives. Et pourtant, pour l'instant, on est plus contre, ils sont plus contre la lutte, contre notre existence que contre le fait de se dire bon bah le citoyen français demande ça, on va accompagner cette demande-là. Peut-être que ça va se faire un jour et je l'espère. Mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir, comme tu le dis, que le citoyen, on va le mettre de manière globale parce que c'est même pas que les Français, je pense que c'est mondial. Le citoyen s'affirme dans ses choix, en fait. Et disent pas juste je veux ça, j'ai pas le droit, bon bah d'accord. En fait c'est ça, faudrait un peu plus dire bah non, en fait je veux ça, je suis ça, et j'ai besoin en fait de ces choses-là, et que je suis sûre que plus on serait à s'affirmer et vraiment à pas se laisser je vais pas dire écraser parce que c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais tu vois ce que je veux dire. En fait c'est ça, si on se laisse faire, et au final les choses elles changeront pas. Il faut qu'on s'affirme dans ce qu'on pense être bon pour nous, et pour l'instant c'est pas encore le cas. Je pense qu'on est peu à s'affirmer sur si on prend la population française, sur 70 millions de personnes, je pense qu'il doit y avoir 15% des personnes qui s'affirment et qui savent, qui disent je sais où je vais, je sais ce que je veux, et puis là, je vais me faire des ennemis graves, mais en France, on est un peu un peuple d'assistés. On laisse les gens penser pour nous, penser pour la santé, penser pour l'école. Je veux dire, c'est pas dans le sens négatif que je le dis. Je veux dire, ça m'a arrangé à certains moments d'être assistée, et puis à un autre moment où je me suis dit non, mais en fait, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et je veux aller dans une direction différente. Et donc, j'ai pris un choix différent. Mais quand on sait pas où on va, c'est bien d'être assisté, mais je pense qu'il faudrait un petit peu se poser la question de qui je suis et où je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller, et ne plus attendre que cette réponse vienne de l'extérieur, en fait. C'est la clé. Tu vois, dans mon domaine de développement perso, tu savais le nombre de fois où les gens me disent « Qui suis-je » Je trouve ça triste comme question. Que quelqu'un puisse croire que moi, extérieur, j'ai mieux la réponse que quelqu'un à l'intérieur, tu vois. Et, vraiment, je pense que du moment où chacun arrivera à répondre à cette question, qui tu es et donc où tu vas, parce qu'il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Et si tout le monde se posait cette question déjà avant même d'arriver à y répondre, je pense vraiment que c'est la clé pour arriver à un autre monde, quoi. Vraiment. Oui, en fait, ça, c'est dit d'une autre manière, mais moi, c'est ce que je pense aussi. Pour moi, c'est aussi répondre à la question « c'est quoi le bonheur pour moi ?» C'est aussi se poser cette question, mais quels sont mes besoins, en fait, tu vois, de quoi j'ai besoin. Et c'est clair qu'on ne nous accompagne pas du tout dans cette direction. Et qu'est-ce qui se passe de mon prisme, c'est qu'à un moment donné, tu as un déclic dans ta vie. Et ce déclic, il peut arriver à 50 ans parce que tu t'es occupé de tes enfants, tu t'es occupé de ta femme, de ton mari, et puis toi, d'un coup, en fait, tu as envie de prendre soin de toi, d'un coup, hein, tu veux donner un sens à ta vie et à ta vie même professionnelle. Ça peut arriver avant parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui décède, ou toi, tu vas avoir un accident, ou tu vas avoir une maladie, par exemple. Et moi, je dis à chaque fois, c'est trop dommage d'attendre ça, d'être confronté, en fait, à une situation. Et je vais revenir encore au postulat de départ de ce que je pense profondément, c'est, je pense qu'on peut nous accompagner, en fait, tu vois, dans cette direction. Le plus tôt possible. On peut vraiment nous accompagner à essayer de nous comprendre, en fait, savoir vraiment qui on est et commencer, tu vois, à réfléchir à ces questions existentielles, quoi. C'est quoi, en fait, le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui me peut vibrer? Vers quoi j'ai envie de tendre? Je pense qu'on peut déjà avoir comme des petites formes d'intuition, tu vois, en étant tout petit, je pense. Je pense que c'est aussi le fait, tu sais, j'avais vu une vidéo, je sais plus qui avait dit ça, qui parlait de l'éducation. Et puis, le lendemain, j'avais dit à ma fille, elle vient avec un dessin. Bon, franchement, faut dire ce qui est, je vais passer pour une mère indigne. Des fois, les parents disent, oh, c'est trop beau, arrête, c'est un trait. C'est un trait avec un gribouillis. Et je suis pas d'accord, et c'est que ma vision des choses. Je suis pas d'accord avec le fait de dire à l'enfant, c'est trop beau, alors qu'à l'intérieur de moi, je me dis, c'est un dessin de ma fille, je suis ravie qu'elle m'en ait fait un.
mais c'est un gribouillis. Du coup, je lui dis pas, ah, c'est trop beau. Je lui dis, est-ce que tu trouves ça beau? Et si elle me dit, ah oui, c'est beau, je lui dis, d'accord, alors c'est beau. Tu vois, en fait, je trouve que le fait d'aller demander dès le plus jeune âge à quelqu'un d'extérieur, qu'est-ce que c'est le beau? Qu'est-ce que c'est le gentil? Qu'est-ce que c'est ça amène aux questions adultes de je suis qui? Mais oui, parce que toute ma vie, en fait, j'ai attendu qu'on me dise ce qui était bon, pas bon, beau, pas beau, bien. Et du coup, en fait, mais les enfants, ils sont pas habitués à réfléchir par eux-mêmes, à se dire non, mais moi, en fait, j'ai décidé que c'était beau, donc c'est beau. Ben ouais, voilà, t'as décidé que c'était beau, donc c'est beau. Et je trouve que c'est hyper important, en fait, de pas mentir. Mais d'un point de vue d'un parent, ça part pas c'est pas l'idée de mensonge, parce qu'il va se dire, oui, mais c'est pour lui, qu'il ait confiance en lui, et que c'est pour lui faire plaisir. Mais en fait, on enrobe son enfant de watts en ne voulant jamais le faire souffrir, puis après, il arrive dans la vie. Et puis là, voilà quoi. Donc, non, c'est important de leur apprendre à avoir confiance en eux. Et la confiance, c'est savoir ce que moi j'aime, ce que moi je trouve beau, et puis j'ai décidé que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est aussi les responsabiliser. Ouais, complètement. C'est ça. C'est ça. Et les responsabiliser dans leurs choix, mais aussi dans leurs émotions, quoi. De dire, tu ressens ça, ok, je comprends. Et du coup, en fait, qu'il puisse faire son cheminement comme un adulte. En fait, pour moi, un enfant, c'est pas un enfant, c'est un petit adulte. Et si déjà on considérait les enfants comme des petites personnes, plus que comme des enfants qui sont pas doués de discernement, ni de manière de penser, ni de responsabilité, ça changerait déjà énormément de choses, c'est clair. Ouais. Ah oui, c'est clair. Pour moi, ça, c'est un postulat qui est très important. C'est que dans notre société, on pense que parce que tu es adulte, en fait, c'est toi qui as le savoir, c'est toi qui connais tout. Et donc, en plus, le pire, c'est que c'est fait par amour et par bienveillance. Donc, on fait ça de manière très naturelle parce que la société nous a appris que c'était comme ça. Et moi, je te rejoins dans cette idée de vraiment d'inclure, en fait, les enfants et de les... Alors, évidemment, c'est hyper important, l'insouciance de l'enfance, tu vois, faut le préserver forcément. Mais en même temps, de ce que je remarque, c'est qu'ils adorent s'impliquer et avoir des responsabilités. Ils adorent participer, en fait, tu vois, être présents. Et puis, en fait, se sentir, humain, en fait, tu vois. Comment? Utile. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis qu'on les implique, tu vois, qu'ils aient leur voix, en fait, à dire dans les prises de décision familiales, par exemple. Ah ouais, moi, ça me paraît très, très logique d'aller dans ce sens-là. Hein. T'as des enfants? Si j'ai des enfants? Ouais. Non, pas d'enfants. D'accord. Ouais. Parce que, alors attends, je vais te dire un truc, d'accord, avant que t'en aies. Si un jour t'en as, ce que ça amène d'éduquer son enfant comme ça, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est que nous, elle a 3 ans et demi, et que des fois, on lui dit, non mais écoute, là on est fatigué, maintenant tu vas dans ta chambre, nous on lui explique tout, tu vois, lui dire nous on est fatigué, on a envie d'aller lire de notre côté, on a joué ensemble toute l'après-midi, maintenant c'est plus l'heure qu'on joue ensemble, chacun a son temps, et qu'elle te dit non. Si, je t'assure. Et qu'elle te dit, c'est pas toi qui décide. Ah si, je t'assure, c'est moi qui décide pour mon temps, quand j'ai besoin de temps. Ça fait des enfants qui, très très jeunes, testent les limites, voir jusqu'où tu vas la laisser être libre. Du coup, il y a des fois où, franchement, c'est compliqué et où on est obligé d'expliquer éternellement les mêmes trucs, à lui dire c'est pas parce qu'on te laisse libre que tu as le droit de nous manquer de respect, c'est pas parce que on est obligé, en fait, ça a des très bons côtés, parce que ça, je veux dire, à 3 ans et demi, elle a une manière de réfléchir qui est dingue, mais elle réfléchit trop, justement, elle a bien compris tous les rouages du truc. Donc c'est très bien, parce que c'est des mini adultes, et que du coup elle est vraiment, voilà, elle a la capacité de discernement, etc. Mais mini adultes, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien de le rappeler, c'est hyper important, et peut-être que s'il y a une forme idéale, c'est de trouver l'équilibre, quoi, justement, entre tout ça, quoi. Ça doit être très challengeant, j'imagine. Hein? Ça doit être très challengeant, j'imagine. Ouais, c'est compliqué, certains jours où tu es fatigué et que, en fait, tu as envie d'être comme tous ses parents, où tu as envie de lui dire tu ne me réponds pas, et que ça marche. Mais nous, ça marche pas, tu vois. Donc
franchement, on se pose souvent la question, tu vois, à se dire, c'est vrai, moi, j'ai été éduquée un petit peu, je vais pas dire dans la violence, mais j'en ai pris beaucoup. Je me refuse complètement à la violence avec mes enfants, parce que je pense que après tu vas crescendo et que en fait, tu vois, ça part d'une claque sur les fesses, puis tu sais pas à l'adolescence comment ça va finir, donc c'est pas viable. Et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à continuer à s'écouter soi en tant qu'adulte autonome et en tant que parent où tu dois être là pour ton enfant, mais vouloir quand même garder ton intimité, ta tranquillité en tant qu'adulte, tu vois, à part entière, quoi. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait carrément une journée de sensibilisation pour les futurs parents. Tu sais, un peu comme la prévention routière. Tu sais, avant qu'ils se lancent en fait dans ce rôle d'être parents, on est une journée entourée de gens compétents, tu vois, dans des domaines divers et variés, et qui puissent nous aiguiller un petit peu, nous donner des réflexions. Peut-être que ça ferait réfléchir un bon nombre de futurs parents avant de se lancer, tu vois. D'enfants. Et finir la journée en leur disant, n'oubliez pas, si vous achetez un chien, lui, il est capable de ravaler son vomi. Tu vois. Mais non, je rigole, mais en fait, je pense que si on savait tous à quel point c'est difficile d'être parent, l'espèce se terminerait d'ici peu d'années. Donc, heureusement qu'en fait, on n'a pas d'éducation à la parentalité, sinon personne ne ferait d'enfants. C'est hyper compliqué, c'est le métier le plus compliqué du monde. Tu sais, quand tes parents ils te disaient ça, tu te disais non, arrêtez, c'est facile d'être parent. Non, franchement, c'est hyper compliqué parce que tous les jours, enfin, j'allais dire si tu es un bon parent, je ne me catalogue pas comme bon parent, tous les jours tu te demandes si tu fais bien. C'est compliqué de se remettre continuellement en question, à se dire est-ce que j'aurais pas dû faire autrement, peut-être que je l'ai un peu négligé à ce moment-là, ou peut-être qu'au contraire je lui ai laissé trop de liberté et maintenant elle en profite. Enfin, franchement c'est hyper compliqué, quoi. Puis on en a deux autres qui ont que 6 mois pour l'instant, mais quand il va y avoir les 3 qui vont avoir cet âge-là, ça va être ouais. Voilà. Ça fait déjà quasiment bientôt 1 heure. J'ai pour habitude de faire 1 heure max. Ouais, ok. Comment on fait pour t'aider? J'ai une cagnotte Litchi. Il suffit de taper Awakening School Litchi et puis vous tombez dessus sur Google. Sinon, je fais des soins régulièrement collectifs où je soulève des fonds. Tous les fonds vont pour l'école. Et sinon, si des personnes connaissent des généreux donateurs ou des personnes qui pourraient m'aider de n'importe quelle manière que ce soit dans la construction, pour tout ce qui est la construction et l'établissement d'une école, tout simplement. Voilà, des conseils, tout. Je suis preneuse de tout. Ouais, carrément. Je veux dire, c'est un projet qu'on peut pas porter tout seul. On a besoin d'aide. Donc, bien sûr, je suis preneuse de conseils, c'est sûr. Et si on veut te contacter, on fait comment pour te contacter? Par mail, c'est johanna.awakening@gmail.com. Ok, ça roule. Oh, merci beaucoup, Johanna, c'était cool. Merci pour cette échange. J'espère que je t'ai pas découragée de faire des enfants. Non, moi j'ai fait déjà mon choix en fait de pas faire d'enfants. Ok. Donc non. Tu sais, on parlait de chemin de vie, je crois que moi je suis sur mon chemin de vie. Ok. Eh bien, écoute, c'est principal. Tant que toi tu es bien avec ce choix-là, c'est principal. Écoute, je te souhaite une belle soirée. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»